Bonsoir, merci pour cette invitation. Excusez-moi parce que j'ai presque plus de voix, mais je pense que ça va tenir encore pour la soirée. Moi, je suis Marie-Jo Culier-Lévesque, je suis médecin généraliste et médecin coordinateur de la plateforme de coordination et d'orientation des troubles du neurodéveloppement et je suis médecin directeur du CAMS Tour-de-l'Air, donc qui est spécifique sur le pays de Tour-de-l'Air. Bon. Parler du trouble du neurodéveloppement, il y a automatiquement, je pense qu'il faut parler du développement. Parce que qu'est-ce qu'on entend par trouble du neurodéveloppement et qu'est-ce que c'est un développement normal de l'enfant? On va faire en trois parties, le développement normal, qu'est-ce que c'est un trouble du neurodéveloppement et comment on peut adresser et à qui et comment s'organise la filière de prise en charge. Le développement psychomoteur de l'enfant, alors on est sur le 0-3 ans, mais ça reste une observation longitudinale. Et c'est en particulier important, quand on est médecin traitant, et être médecin généraliste pour la plupart du temps, c'est d'avoir cette observation dans la durée, dans le temps, parce que le repérage de troubles ne se fait pas en une seule consultation, ça se fait sur des choses qui durent. Donc une observation longitudinale, et d'impliquer les parents et d'anticiper les étapes. C'est toujours important quand on est dans le suivi de l'enfant, de travailler avec les parents pour anticiper les progrès que va faire leur enfant. Et automatiquement, les parents vont vous amener à ce que l'enfant ait d'une consultation à l'autre. Et c'est aussi de connaître les grandes étapes. Et les grandes étapes, c'est entre autres au niveau psychomoteur, le respect de la motricité normale physiologique de l'enfant. On ne passe pas de la position couchée à la position assise, on passe en se retournant d'abord, ensuite en se mettant sur les avant-bras, en rampant, en se mettant à quatre pattes, et puis on arrive à la position assise, debout, et puis la marche. C'est aussi important d'expliquer aux parents que cette évolution en respectant la motricité libre, travaux qui ont fait sur le respect de la motricité libre de l'enfant, impliquer les parents pour leur dire qu'on ne passe pas, on ne met pas un enfant assis, ou qu'il sache s'asseoir tout seul, et on passe par des positions de retournement pour favoriser le retournement. Donc, on va passer une soirée ou même plusieurs jours à parler un peu de comment on peut faire ça, et c'est juste important. Les grandes étapes, c'est vraiment aller très rapidement dans les grandes étapes du développement. 0-3 mois, c'est les réponses à rechercher. Normalement, dans ces tranches d'âge, sur les réponses doivent venir. Le suivi de l'objet dans les deux directions, c'est la posture oculaire, le maintien de la tête et l'ouverture des mains. À 3 mois, un enfant, autant au début, les mains sont fermées. À 3 mois, normalement, un enfant a les mains ouvertes quand il est plus détendu. Donc, attendez toujours la fin de la consultation. Parfois, pour arriver à le voir, mais il faut bien le regarder. 3-6 mois, c'est un intérêt qui commence pour les objets, c'est les gazomies qui commencent, les vocalises gazomies, c'est l'éclat de rire à 4 mois à peu près, ça dépend des enfants, et puis c'est l'évolution du tonus. On passe d'une hypotonie axiale avec une hypotonie du membre à quelque chose de progressivement qui va changer. Le tonus axial s'améliore et le tonus des membres devient moins gâteux. Alors, ce qui est important aussi pour les médecins, c'est de tout noter dans le carnet de santé. Parce qu'on connaît tous tous ceux qui font les suivis après, qui prennent en charge les enfants par la suite, ont besoin de tous les éléments du développement de l'enfant. Ils ont besoin d'avoir des éléments importants, donc le sourire, quand est-ce qu'il est apparu, l'ouverture des mains, le tonus, quand est-ce que l'enfant s'est retourné, le retournement sur le devant. Ça, notez-le, c'est facile, c'est quand même pas très important, pas très long à noter, mais ça peut donner des pistes pour nous après, quand on revoit les enfants dans les CAMS, dans
voir si ce développement a été normal jusqu'à quand, ou si ce développement a toujours été ralenti, ou s'il y a eu un développement normal jusqu'à 9 mois ou 1 an, et qu'après les choses se sont détériorées, ce qui change quand même complètement la vie. 6-9 mois, on porte les enfants et les objets à la bouche, pardon. L'enfant manipule les cubes, c'est le babil, pareil, hein, c'est les baba, dada. Le babil, c'est en général le 9e mois qu'on cherche, il apparaît plus ou moins tôt. Mais c'est important, c'est les prérequis du langage. Ça, c'est un enfant qui ne babille pas, c'est qu'il y a forcément déjà un problème dans sa communication. Donc, ça, cherchez-le une méthode. Il réagit à son prénom. À 9 mois, en général, l'examen du 9e mois, hein, on appelle l'enfant par son prénom, il réagit, il regarde, il tourne la tête. Il entre dans la période diatique, c'est-à-dire qu'il y a lui et les autres. Là, il commence à se rendre compte que lui et puis les autres qui sont différents. Il y a le retournement à déplacement, et puis la méconnaissance aussi lors de l'étranger, en général on appelle la méconnaissance, l'enfant réagit comme ça. Donc à 9 mois, un enfant qui ne communique pas, qui n'a pas de déplacement, qui n'a pas de compréhension volontaire, de compréhension asymétrique, où les points encore fermés, qui présente une hypertonie plusieurs membres, qui ne croise pas le regard, qui ne tend pas les bras, qui ne sourit pas, ne gazouille pas, doit être adressé. L'éducation spécialisée, où on verra les adressages. Ce n'est pas un seul signe qui compte, c'est la conjonction de plusieurs signes qui doit alerter. C'est quelque chose qui est aussi dans la durée, qui persiste. Donc, on a déjà des premiers signes d'alerte dès le début. On peut se donner une consultation pour adresser. Si on a par exemple un enfant qui n'a pas l'air de suivre du regard, qui ne réagit pas, n'interagit pas, n'attendez pas 9 mois non plus, il faut agir avant, il faut en particulier dépister les problèmes de vision. Les surdités, maintenant tous les bébés, en sortant de maternité, on doit dépister la surdité. Donc vous savez, les premiers mois que le dépistage a été fait, s'il est normal, on n'a pas de tout. Par contre, après 6 mois, il faut quand même aller voir s'il ne peut pas y avoir des surdités secondaires qui peuvent exister aussi. La moitié des surdités, elles sont congénitales, elles sont dépistées à la naissance. L'autre, c'est des surdités qui peuvent donner aussi des troubles à la fois développement psychomoteur, comportemental, c'est important de l'évoluer. 9-12 mois, on est dans la 15 film, la permanence de l'objet. On vous demande souvent, dans les carnets santé, c'était à un moment donné, le voilà, ou maintenant je ne sais plus comment il note, ça c'était difficile à comprendre. C'est l'enfant. L'enfant va chercher l'objet même quand il est hors de sa vie. Jusqu'à 9 mois. L'enfant ne tient compte de l'objet que quand il le voit. Là, si vous lui cachez un objet, il va le chercher. On a un objet qu'il voit et puis vous le cachez, il va essayer de chercher. Les marionnettes, le geste conventionnel, bravo, au revoir, une compréhension de 12-18 mois, on est dans la marche. On se donne jusqu'à 18 mois. Après, on peut être vigilant si l'enfant marche plus. Il y a l'autonomie de certains gestes, il suit des ordres simples, l'enfant comprend ce qu'on lui demande, il est capable de ses chaussures, de quelque chose. C'est les premiers mots qui apparaissent. On a le babil, ensuite le mot apparaît progressivement, et l'enfant découvre ce mot. On a aussi entre 18 mois et 2 ans un enfant qui arrive à superposer des cubes, la pastille dans la bouteille. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la mallette sexuelle de vitesse. C'est vraiment un outil important. Vous avez toutes les petites choses nécessaires pour pouvoir faire des examens, bien entre les petits cubes à superposer. Et puis, c'est le jeu symbolique. C'est symboliser une action sans que ce soit du jeu réel avec un objet. L'enfant se fait semblant de faire quelque chose. Et ça apparaît à peu près ce jour. Là aussi, un enfant qui ne marche pas avant le 4 mois ou qui a une marche anormale, il ne faut pas attendre, là ça devient quand même tout à fait normal. Un enfant à 2 ans qui n'a pas de langage, qui n'associe pas de mots, et en fonction du qui n'a pas de mots,
il ne faut pas attendre qu'il ait 3 ans. Parce que souvent, les enfants, on les voit à 2 ans, puis après à 3 ans. Là, ou alors il faut les revoir 2 mois après, mais il ne faut pas attendre parce que là, on sent déjà, il est déjà dans un retard, et on risque d'avoir plus de retard par la suite. Un enfant qui n'est pas en relation, qui ne regarde pas, qui a un contact oculaire fixe, très. Regardez aussi comment un enfant regarde. Des fois, certains regardent plus le menton que la tête, et pas du tout un regard croisé dans les yeux. Le contact oculaire, c'est important. De voir comment ça se passe. Un enfant qui ne construit pas, qui jette tout ce qui fait que jeter, sortir les jouets des caisses et puis jeter tout ce qu'il a, qui garde une préhension palmaire. L'appréhension, normalement, l'appréhension fine, elle est là. Tout ça doit faire se poser la question et puis l'adresser. 2-3 ans, on est dans l'acquisition d'autonomie, d'un autre côté, les premières phrases apparaissent, le jeu apparaît vers 3 ans, et puis on est dans l'imitation et le jeu singulier. Ça doit être présent avant l'entrée à l'école maternelle. C'est un peu les grands repères. Une fois on rentre à l'école maternelle aux alentours de 3 ans, il faut que ça se soit, il faut peut-être se garder de dire aussi. Il prend son temps, les parents aussi, pour se sécuriser et puis déculpabiliser, disent oui, on va prendre son temps, on va nous laisser du temps. On sait maintenant que l'intervention précoce est indispensable. Cet enfant qui a un retard, il ne va pas forcément avoir un trouble du neurodéveloppement. Mais s'il en a un, ou s'il a un retard, c'est aussi bien de d'intervenir tôt avec certains professionnels et puis pas attendre que les troubles soient anticipés. Donc adresser un enfant qui ne parle pas, qui parle de façon inappropriée, qui a une motricité atrophie, qui ne manipule pas, qui reste agité, qui est dans une opposition très importante et qui n'imite pas, ne joue pas la personne. Alors qu'est-ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement? Le trouble du neurodéveloppement, d'après le DSM-5, le psychiatrique, ça reste un peu. Ça regroupe tous ces troubles-là que vous voyez, c'est aussi bien les troubles du spectre autistique, mais c'est aussi les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, tous les troubles spécifiques des apprentissages qui apparaissent plus tard. Les dyslexies, dyscalculie, dysorthographie, on est dans quelque chose qui apparaît plus tard et tout dans les 0-3 ans. Tous les troubles moteurs, moteurs vocaux-transitoires, les tics, les syndromes de la tourette, les troubles du développement de la coordination. Tout ça, c'est aussi des choses qui ne vont peut-être pas forcément être diagnostiquées en 0-3 ans. Mais les premiers signes peuvent apparaître entre 0 et 3 ans. On verra un petit peu comment on fait. Il y a les troubles de la communication, un petit trouble du retard, trouble du langage oral, qui sont les anciens troubles dysphasiques, qu'on appelle une notion spécifique du langage oral. Et puis les troubles du développement intellectuel, qui sont ce qu'on appelle la déficience intellectuelle, et qui maintenant, c'est plus appelé trouble du développement intellectuel. Donc tout ça, c'est regroupé dans les TND. Alors il y a maintenant, on le sait, un continuum entre ces différentes catégories de géographie parce qu'elles sont très souvent associées entre elles. On peut être autiste et hyperactif, on peut être autiste et déficient intellectuel, on peut avoir un trouble de l'attention et avoir des troubles du langage écrit ou des troubles des apprentissages. Et parfois, un trouble prédomine à un certain âge et puis il y a autre chose qui va se rajouter un peu. Donc, le diagnostic catégoriel, il n'est pas forcément très important ou utile, mais ce qui est important, c'est d'intervenir tôt et d'être présent et de pouvoir à tout moment faire le point et puis voir qu'est-ce qui est prédominant et qu'est-ce qui est associé, quels sont les troubles qui sont associés. Il peut y avoir des troubles moteurs associés, il peut y avoir des troubles sensoriels associés, mais les signes d'appel sont souvent communs, en particulier les troubles du langage oral et les troubles du spectre de l'autisme. On voit que chez les 0-3 ans, c'est souvent un tableau qui se ressent. Un enfant qui n'arrive pas à communiquer parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer et qui ne comprend pas tout, il aura parfois un comportement qu'on pourrait qualifier de l'autistique, qui est un peu avec les mêmes symptômes. Il faut bien se garder de mettre un diagnostic dessus.
tube, d'observer, de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment en dessous. Est-ce que c'est un truc de la communication ou est-ce que c'est vraiment un vrai truc de l'autisme? Donc on a tous ces symptômes qui peuvent être associés, qui donnent des signes précoces. Alors il existe aussi des facteurs favorisants, prédisposants, et c'est important à connaître parce que c'est des enfants qu'il va falloir surveiller de façon plus intensive, je dirais, et être très attentif. Bon, il y a des anomalies génétiques, c'est sûr que si on les connaît, on va être attentif. Mais il y a tous les facteurs environnementaux qu'on a placés là-dedans, que sont la prématurité, et plus on a une grande prématurité, plus il y a de risques. C'est maintenant, on sait que les prémas sont un grand risque, donc il faut les suivre. Les retards de croissance intra-utérin et les insuffisances placentaires, donc un enfant que vous voyez arriver et qui a déjà ce diagnostic-là de retard de croissance, il ne faut pas le lâcher, il faut surveiller près. Tout ce qui est exposition toxique, hein, c'est aussi bien l'alcool que les drogues et tous les traitements médicamenteux. Alors on connaît maintenant de plus en plus les antiépileptiques qui sont impliqués dans le trouble du spectre de l'autisme. Pas seulement la dépakine, parce que bon, ça c'est clairement établi, mais on a beaucoup d'autres traitements. Donc, une grossesse sous un traitement particulier, pour une pathologie particulière, on est attentif après. Tout ce qui est infection anténatale, les accidents ischémiques et les encéphalopathies nouveau-nées. On pense que voilà, le TND est plutôt un spectre qui partage différents déterminants et qu'il y a sans doute un rôle important des modifications épigénétiques. Et on découvrira sans doute encore dans les années à venir d'autres facteurs prédisposants et peut-être qu'on comprendra un peu mieux comment ça agit. Pour le moment, on est dans des hypothèses, mais l'essentiel c'est de les repérer et puis d'intervenir. Le reste, c'est en termes d'épidémiologie, c'est quand même important de savoir juste combien ça représente. En 2011, déjà, on parlait de 1 enfant sur 10. C'est la première cause de maladie chronique de l'enfant d'âge scolaire. 5 à 10% des enfants d'âge scolaire, c'est quand même important. On est plutôt actuellement à 10%. Les déficiences intellectuelles, le développement intellectuel et les TSA sont les diagnostics les plus fréquents dans les causes psychiatriques des ALD. Et là-dedans, les troubles légers ne sont pas comptabilisés dans les statistiques qu'on connaît. Donc c'est la prévalence des TLD, c'est probablement une estimation actuellement et pas une certitude. Et on voit d'année en année, on voyait dans l'autisme, déjà dans les TSA, on avait des estimations qui ont commencé à grimper. Alors selon les États-Unis, ils en sont déjà beaucoup plus loin que ce que nous on a. À voir après la température. Mais en tout cas, les TND, c'est sans doute plus fréquent que l'on pense. Il y a beaucoup d'adultes qui sont des TND non diagnostiqués, sont souvent dans le secteur psychiatrique, hein, parce qu'on ne sait pas trop le classer. Il y a beaucoup d'errance, beaucoup de jeunes parents, d'ailleurs, on voit des parents d'enfants qui ont un parcours très compliqué, c'est probablement des développements qui vont être la définition que je retire, c'est un développement de plusieurs compétences cognitives attentes pour le développement psychomoteur et socio-affectif de l'enfant qui entraîne un retentissement sur le fonctionnement adaptatif scolaire, familial et social. Et c'est le caractère durable qui va faire la définition. Les troubles qui s'inventent, qui ne durent pas, un retard qui ne dure pas, c'est pas un trouble neurologique. Et le retentissement cognitif sur le fonctionnement de l'enfant, c'est tout ça, ça distingue des simples retards, des difficultés scolaires et puis des problèmes éducatifs. Les enfants, on voit nous souvent, les enfants agités, on nous les adresse sur TDA, des choses comme ça. Un enfant agité et qui a du mal à être cadré, il faut regarder aussi si on a un problème éducatif. Maintenant, quand il y a des lieux associés, ça n'arrange pas les choses. On a des handicaps donc le diagnostic et l'intervention précoce, ça se fait comment? Souvent, on commence par faire un diagnostic qu'on appelle
Alors, fonctionnel, un niveau de conscience, c'est-à-dire le diagnostic fonctionnel, les différents intervenants, après on vous en parler, c'est comment fonctionne cet enfant, donc c'est les bilans psychomoteur, les bilans psychométriques, les kinés, enfin font des diagnostics fonctionnels, c'est savoir quels sont les points forts, les points faibles de cet enfant et comment on peut travailler avec. Ça c'est vraiment un élément important parce qu'on va pouvoir après proposer des interventions. Le diagnostic catégoriel, c'est quel type de TMD, est-ce que c'est un peu du non, et quel type de trouble c'est, en sachant que là, on va parfois changer, on peut diagnostiquer une chose, on peut en rajouter à d'autres troubles quelques années plus tard, rien n'est vraiment toujours figé. Et je vous ai dit, les troubles des apprentissages, c'est bien longtemps après, les troubles de l'attention, faire un diagnostic, c'est pas avant 6 ans, enfin on peut avant, parce que c'est vraiment flagrant. Donc il ne faut pas y aller dans les troubles de TSA et puis les troubles spécifiques du langage oral, c'est un peu plus tôt. Le déficit, les troubles du développement intellectuel aussi, on peut faire un diagnostic plus tôt. Mais il faut faire attention à les choses. Et l'intervention précoce, elle est primordiale en partenariat avec les parents. On l'a dit déjà en introduction, on ne fait rien sans les parents. Et c'est pour ça que c'est important le rôle des partenaires de niveau 1, surtout les médecins traitants, pédiatres, médecins généralistes. C'est important quand on commence à voir qu'il y a une anomalie, qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait dans le but, c'est de commencer à travailler avec les parents pour qu'ils soient aussi, qu'ils puissent cheminer dans cette idée qu'il y a peut-être un problème. Parce qu'on voit bien qui suit ces enfants, le chemin des parents pour admettre, pour accepter l'idée que l'enfant n'est pas tout à fait comme les autres, il ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc c'est important de travailler et de ne pas juste tout d'un coup dire écoutez, ça va plus, et là vous aurez juste un refus, et puis des errances par la suite. Donc peut-être qu'il faudra 2-3 mois de plus que les parents acceptent que vous les adressiez à un endroit, mais il vaut mieux ça que de leur dire il faut y aller, puis qu'ils n'y aillent pas, et puis après, Alors la filière, l'organisation de la filière du dépistage et d'orientation, c'est le premier niveau, c'est le repérage et le dépistage, c'est toute personne en contact avec l'enfant. Ça peut être une famille et tout le monde, les inquiétudes des parents, c'est souvent le premier signe qui peut s'enregistrer un parent qui a une inquiétude, c'est pas pour rien. Et il ne faut pas lui dire non, c'est rien. Et puis peut-être que lui, il a raison. C'est un argument fort, l'inquiétude par rapport. Mais c'est aussi les professionnels de la petite enfance, tous ceux qui sont amenés, les enseignants, nous orientent beaucoup, mais l'idéal, ce serait que je sois orienté à faire quelque chose. Et l'adresse, ça c'est le repérage. Et vous avez des outils, je pense qu'on les a construits, il y a maintenant des outils qui ont été faits pour les professionnels de la petite enfance pour repérer les écarts de développement et pouvoir les adresser à l'autre. L'adressage se fait par tous les médecins généralistes, spécialistes, médecins PMI, médecins scolaires, médecins de l'ASE, tous ceux qui sont, qu'on appelle la ligne 1. La ligne 2, c'est les structures médico-sociales qui sont CLACS, le CMP, le CMPP, et puis toutes les structures sanitaires, CMP, la psychiatrie, l'infectiologie, qu'on appelle les CPEA, et puis les psychiatres libéraux. Et les situations complexes, c'est les lignes 3. Donc les lignes 3, il faut les réserver aux situations complexes quand on a besoin d'expertise supplémentaire et ne pas les saturer de choses qui doivent être réglées par les lignes 2. Donc les lignes 3, c'est l'UETA, le DITAP, le CRA, le centre de référence autisme, les équipes handicap rare, de référence handicap rare et les neuropédagogues. Donc cela, vous les laissez un peu en sous-cours parce qu'ils sont déjà pas nombreux et ils n'ont déjà pas beaucoup de temps, même si les milieux sont aussi notamment saturés. Alors, pour les structures existantes, médico-sociales, donc les CAMS, c'est 0-6 ans, orientation directe aussi par les professionnels.
Les CMPP, c'est 3 à 18 ans, orientation directe avec une liste d'attente de 18 mois et qui ne prend pas les TSA. Je peux fléger, donc en général, c'est pas ça. Et puis les CPA, la psychiatrie infanto-juvénile, c'est tous les troubles psychiatriques, les TSA et les suspicions de troubles de l'attachement. Mais ce n'est pas un trouble des apprentissages, c'est pas forcément, de toute façon, il y a des structures actuellement qui refusent même le TDAH. Donc on est vraiment clairement dans autre chose. Il faut aussi, vu l'état de la pédopsychiatrie hospitalière actuelle, il faut faire attention aussi à ne pas remonter tout le monde n'importe où. Alors les CAMS, on va démarrer ces structures-là. Vous en avez sur Mulhouse et à Blanc, vous en avez. Il y a le CAMS d'ISAC, APF, SCDR, qui est montant 35 à la victoire du CAMS APF, qui est sur la durée sur l'antenne des actes. On va vous dire un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc moi je suis médecin directeur au CAMS d'ISAC, et ESAC, mais ça vous concerne moins au niveau du secteur. Donc nous, on vient de la périphérie de Mulhouse. Mulhouse Intramuros, c'est le CAMS de Mulhouse. Docteur Ressing n'a pas pu être là ce soir, mais la psychologue est là pour en parler. Donc les particularités, nous on était historiquement un CAMS spécialisé moteur. On a un médecin de MBR, le docteur Apter, et une kinésithérapeute. En revanche, on a un CAMS qui n'a ni orthophoniste, donc ce qui est assez catastrophique, ni assistante sociale. Après, en termes de... On a des délais comme tout le monde. Sur le secteur d'ISAC, en fait, en ce moment, ça va plutôt bien. On est à 4-6 mois entre l'appel de la famille et le début d'une prise en charge effective ou la réalisation de bilan et orientation. Le premier rendez-vous, donc, en fait, les parents téléphonent, que ce soit la famille qui nous contacte. Alors, on fixait des rendez-vous sans aucune autre info, mais c'est quand même assez compliqué. Si on peut avoir une petite lettre, évidemment, d'un médecin ou même d'une directrice d'école ou de paramédicaux, ça nous suffit. Donc, on reçoit les familles devant les inquiétudes parentales. Le premier rendez-vous est assuré par Magali Fourré, qui est l'adjointe de direction, et une psychologue. Voilà, on est des psychologues, on en a 3 dans l'équipe, donc elle tourne pour les premiers rendez-vous. Et ensuite, donc, si elle, alors soit que ça ne dépend pas, par exemple, si c'est un enfant qui a un TS, manifestement un trouble du spectre autistique et qui est âgé de plus de 3 ans, là il va être réadressé vers la pédopsychiatrie pour la prise en charge du diagnostic. Pour les autres enfants, si ça relève du CAMS, ensuite il y a la consultation médicale avec moi. Et voilà, on prescrit des bilans, et ensuite c'est plutôt des prises en charge pluridisciplinaires, même si on a, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs interventions par semaine. Et on a quand même quelques enfants qui sont un peu sur des suivis plus espacés, ce que j'aimerais faire plus, mais bon, il faut faire changer les lignes. Voilà, en vie active, on a, enfin, si on compte un petit peu tous les enfants qui sont suivis sur le site, on devrait être à 120. Voilà. Et sinon, pour les TSA, c'est un peu, voilà, il n'y a pas un accompagnement régulier, il y a des propositions de rendez-vous sur des thèmes de sommeil, alimentation, problématiques sensorielles avec les psychologues, mais on a du mal à mobiliser finalement les familles pour venir parce qu'ils nous ont vu 2 fois, ils nous connaissent très peu. Et comme ils ne sont pas accompagnés régulièrement, c'est pas toujours simple. Voilà, et là on fait des parcours mixtes dans ce cas-là avec Marie-Jo. C'est-à-dire qu'on adresse les enfants à la PCO et ensuite on fait le diagnostic chez nous. Il faut savoir pour les EDIPA, EDIPA, le diagnostic de TSA, il y a énormément d'attentes. On en passe seulement 5 par an à ESAC et 10 à ISAC. Et voilà. Au vu du nombre d'enfants, voilà, actualisés. Là, seulement à ESAC, on est à juin 2025. Mais ISAC, c'est pour le secteur qui. Voilà, votre secteur, c'est quand même mieux. C'est la bonne nouvelle. Du coup, je suis Marie-Claude, psychologue au CAMS de Mulhouse. Du coup, comme dit par mes collègues, on accueille les enfants uniquement domiciliés à Mulhouse et on accueille tous les enfants de 0 à 6 ans. Après, on est vraiment dans on prend vraiment les enfants qui sont peu âgés entre 0 et 3 ans au moment de l'inscription. Pour vraiment appuyer sur la prise en charge précoce. Donc, on accueille tout type de difficultés, principalement les TND ou les handicapés. Et pour les TSA, on a le même fonctionnement que AISAC et AISIN. Donc, s'ils ont plus de 3 ans, c'est la pédopsychiatrie qui font les diagnostics, et sinon, moins de 3 ans, c'est
Il faut que ce soit les parents qui appellent le secrétariat, qui énoncent un peu les différentes difficultés que présente leur enfant. À l'issue de ça, du coup, il y a une phase d'inscription. Donc, il y a assez rapidement un rendez-vous avec notre assistante sociale qui complète du coup un questionnaire administratif et un questionnaire de préadmission. Et pendant ce rendez-vous, on donne aux parents un questionnaire médical que les parents doivent donner à un des médecins qui connaît l'enfant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les amène au CAMS et avoir des arguments en faveur d'un bilan au CAMS. À l'issue, une fois que du coup le dossier est complété et que on est sûr que l'enfant a moins de 3 ans à ce moment-là, l'enfant passe en commission d'admission. Donc c'est une commission avec notre assistante sociale, la chef de service et le médecin qui va un peu étudier les différents dossiers qui sont en attente. En fonction des différents bilans, des différentes choses qu'on a réussi à recueillir, des demandes du médecin, soit on l'oriente vers une structure un peu plus adaptée, qui s'appelle la pédopsychiatrie, soit vers les hôpitaux. S'il n'y a pas de besoin pluridisciplinaire. S'il y a des besoins, des arguments en faveur d'un bilan au CAMS, on l'inscrit sur la liste d'attente. Sur cette liste d'attente, le médecin prévoit généralement un rendez-vous où elle peut faire des premières préconisations. Donc, par exemple, aller voir un ORL, faire un bilan chez une orthophoniste ou faire un bilan chez une orthoptiste ou ophtalmo, ça peut être très différent. Et on a mis aussi en place récemment des groupes parents. Donc les parents peuvent aussi participer à certains groupes sur des thèmes bien spécifiques. Donc voilà, une fois qu'il y a une place qui s'est libérée, il y a la consultation d'admission au CAMS qui va permettre d'évaluer un peu les besoins de l'enfant. Est-ce que finalement c'est toujours du CAMS ou est-ce que on peut préconiser aussi une sortie avec ou sans orientation. Le bilan généralement est réalisé par différents professionnels. Cette phase de bilan dure environ 3 à 8 mois, donc c'est environ 2 à 3 rendez-vous par professionnel. Et à l'issue de cette phase de bilan, on se réunit tous, les professionnels du CAMS, mais également les partenaires extérieurs, donc ça peut être l'école, la PMI, les médecins de l'hôpital, et c'est à ce moment-là où on va finalement décider ce qu'on va mettre en place pour cet enfant. Est-ce que cet enfant a déjà une orientation, est-ce qu'on peut déjà proposer une orientation pour cet enfant? Est-ce qu'il a des besoins finalement pluridisciplinaires? Est-ce que finalement le libéral suffirait pour cet enfant? Et on peut mettre en place un petit accompagnement qu'on fait généralement pendant 6 mois pour essayer de proposer quand même des petites pistes pour l'accompagner vers la sortie du CAMS. Si l'enfant a des besoins au CAMS et il n'y a pas d'orientation qui est encore réfléchie pour cet enfant, on peut le suivre. Généralement, on le suit pendant 1 an et à l'issue de cette période d'accompagnement, on refait une synthèse avec de nouveaux bilans, de nouveaux liens avec les partenaires extérieurs et à l'issue de ça, on peut soit décider d'une nouvelle phase dessus ou sinon une sortie du CAMS avec ou sans orientation et avec ou sans accompagnement à la sortie. Vous voyez que c'est quand même les prises en charge pluridisciplinaires complexes sont quand même limitées, parce que vu la prévalence des troubles, ce n'est pas les CAMS qui vont répondre à tout. C'est pour ça aussi ont été créées ces plateformes de coordination, d'orientation, des troubles du neurodéveloppement. Il y en a une par département. Et l'objectif prioritaire de ces plateformes, c'est d'intervenir précocement auprès des enfants et réaliser un ou plusieurs diagnostics. Je vous avoue que réaliser les diagnostics, autant les diagnostics fonctionnels, je suis d'accord, mais réaliser des diagnostics, ce n'est pas toujours possible, c'est pas la priorité. Et c'est déjà d'intervenir précocement. Donc, essayer de mettre en place un parcours coordonné de bilan d'intervention, une durée d'1 an renouvelable une fois. Donc, chez les enfants de moins de 7 ans. 0-3 ans sont concernés. Et c'est tous les enfants qui présentent un écart inhabituel de développement. Donc, comme on a vu, c'est un écart de développement, on verra comment on le fait. Et on a la possibilité de mettre en place un forfait précoce et de faire des interventions en libéral, donc financées, chez des professionnels qui auparavant n'étaient pas remboursés par la sécurité sociale.
sociale qui n'a pas de contrat avec la CEPAM, les psychomotriciens, les psychologues et puis les ergothérapeutes. Donc, un forfait qui permet de faire des bilans des interventions, une synthèse, un diagnostic si possible, et puis de pousser les interventions sur une durée maximale de 2 heures. En parallèle avec d'autres interventions, hospitalières, libérales, etc. Ce cadre-là, il se situe dans la stratégie nationale de l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, qui a été mis en place en 2018-2022, qui a été continué pour favoriser ces interventions précoces sans attendre de diagnostic, pour réduire le surhandicap. Et puis d'accélérer aussi, un des objectifs de cette stratégie, c'est d'accélérer la demande diagnostique, parce qu'en France, on était particulièrement en retard et qu'il y avait pas beaucoup de la possibilité de diagnostic. Les missions de cette plateforme, c'est de mettre en œuvre, de coordonner les parcours qui comprennent donc les bilans, les interventions précoces, si possible des diagnostics lorsque c'est cliniquement possible, accompagner les familles, accompagner les professionnels de niveau 1, donc c'est tout le niveau 1, et puis de s'articuler avec le niveau 2, donc, que je vous ai cité. Donc le fonctionnement de ce forfait précoce, c'est un nouveau droit pour les familles, et c'est la CEPAM qui prend en charge la rémunération des professionnels libéraux non conventionnés qui contractualisent avec la PCI, avec des tarifs certains posés, mais qui sont là, donc psychologues, neuropsychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes. Et on peut aussi conventionner avec d'autres libéraux, juste pour activer un peu le partenariat, équilibrer les médecins et les orthophonistes. Ça, c'est juste un partenariat. Il y a une équipe de coordination qui est en place, qui est portée par le cadre Surpolaire et l'association Fil de la Vie, qui a ouvert le 1er septembre 2020. Donc on est maintenant 2 médecins coordinateurs, moi-même qui en 03, le docteur Elodie Séraphin qui a pu arriver dans la structure, et on prépare comme ça un passage à la retraite pour l'année prochaine, et du coup il n'y aura pas de rupture. Et le titre reprendra le poste. Rebecca Mosin qui est là, qui est référente de parcours. Léa Roche aussi qui est là, qui est référente de parcours. Julie Baron qui va nous rejoindre, qui est référente de parcours. Donc on a 3 référents de parcours qui sont accompagnés permanemment avec les familles et qui font aussi le lien avec les professionnels du bureau. Sylvie Mandero, c'est la stand de direction. Laurie Marcel, c'est le secrétaire stagiaire qui est à 80%. Et on a encore Maria Sancho qui est directrice du pôle enfant de l'association, qui nous seconde beaucoup, qui a créé beaucoup de places, parce qu'on a été quand même submergé par les demandes. Depuis 2020, on a eu, je pense, 800 adressages, 830 enfants adressés à la plateforme sur le site et qu'il a fallu nous dépatouiller quand même au début avec juste un poste de référent de parcours et moi. Et on avait entendu parler de la montagne. Il y a des co-acteurs sur cette plateforme. On n'est pas tous sur une équipe de coordination, mais on travaille avec tous nos collègues. Donc il y a tous les cas ici. Le cas Chaudière, le cas Chaudière, le cas Saint-Pierre. On a des services de psychiatrie, un fonds juvénile à 2 Colmar, 2012, 2 Roufac, le CVP 2 Colmar, le CVP 2012. Et puis, je crois que j'ai oublié personne, psychiatrie. Donc, les dictats que les UTA sur le site, ils pris un peu dedans, mais si c'est des numéros. Donc, ce forfait, ça permet de financer des bilans chez les ergos, chez les psychomotriciens, donc des bilans qui sont financés 140 €, plus, et quand il y a des interventions, c'est 1 500 € sur une année de l'année. C'est les psychologues qui ont des bilans simples, c'est vraiment des bilans minimales de 120 € ou 300 € quand c'est pas forcément un bilan d'un neuropsychologue, mais c'est un bilan complet avec plusieurs tests, avec quelque chose de plus complet, ou des bilans neuroattentionnels qui sont financés 300 €. C'est des tarifs qui ont été négociés, c'est la posée par le reste, c'est ça, donc on n'a pas de choix.
Et on a des interventions, je suis désolée, là, ça n'a pas passé correctement. Un enfant sur 2 ans peut quand même avoir un financement de plus de 5 000 € pour des suivis, des bilans et des suivis en général. Donc dans le parcours, repérage par une personne en contact, adressage par un médecin traitant, pédiatre ou peu importe, qui va faire une consultation dédiée. On ne fait pas un adressage sur une consultation normale, on dit tiens, il y a un truc, non. On fait retenir l'enfant et la famille et on fait une consultation dédiée qui a un financement, donc, qui est financé, une dotation spécifique, c'était dans l'alimentation NGAP. Donc voilà le fameux formulaire qui est officiel national. C'est un formulaire qui est imposé, qui est national, que vous trouvez sur le site de handicap pour le guide. C'est un formulaire qui va commencer par vous expliquer un peu la démarche et ce que c'est, qui va reprendre les facteurs prédisposants, donc la prématurité que je vous ai cité, approché, qui va reprendre des éléments comme le sommeil, l'agitation. Les documents sont mis sont sur le site de la CPTS. Voilà, ils ont fait un QR code avec toutes les ressources documentaires et ce document-là est mis en lien. Voilà. Vous allez sur le site de la CPTS, vous trouvez. Le document il reprend âge par âge, donc 3 mois, 6 mois, des écarts, des éléments de différents développements, donc le développement moteur, en motricité globale, motricité fine, la communication, la socialisation, c'est plus sur l'avancement, il y a des éléments aussi. Et il faut, on vous met bien sur le formulaire, il faut soit 2 noms dans 2 domaines différents, soit 3 noms dans 2 domaines différents. Donc si vous n'avez pas ces écarts de développement, ce n'est pas la peine de l'adresser s'il n'y a pas d'écart de développement. Vous avez dans certains logiciels médicaux, je ne sais pas s'il y en a qui sont sur Medhistorica. Donc sur Medhistorica, il y a un questionnaire, il y a le formulaire qu'on remplit dans le dossier de l'enfant et qu'on adresse, il est pré-rempli avec les coordonnées administratives et du coup on peut, et il vous dit si oui ou non ça relève d'une orientation. Donc pour les autres, il faut remplir. Et nous mettre dans ce formulaire, il y a des phases, des petits endroits où il y a des commentaires et vous pouvez mettre des choses en plus. Et ce qui est important, c'est de nous mettre les antécédents familiaux, les antécédents personnels de cet enfant, sa naissance, comment il est né, son poids de naissance, son handicap, son terme de naissance, ce qui s'est passé avant, et puis nous donner un maximum d'éléments en plus des croix que vous allez mettre sur le formulaire. Parce que mettre juste les croix, c'est très difficile pour quelqu'un. Je vais être obligée de juger sur papier de la nécessité de mettre des interventions et de quelles interventions. Et je vais transmettre aussi ces éléments-là aux professionnels libéraux, psychologues, psychos, qui va devoir recevoir la famille, qui va après avoir d'autres éléments. Mais c'est important qu'ils sachent quand même pourquoi on l'envoie et qu'on mette un maximum d'infos sur le parcours de cet enfant. Donc, moi j'ai 15 jours, les 5 coordinateurs pour donner un avis et puis établir les modalités de mise en œuvre. Donc, je peux soit décider d'un parcours uniquement libéral. Je vais l'envoyer faire un bilan psychomoteur, un bilan psychométrique pour avec d'autres les plus courants, avec de l'orthographe. Quand vous faites l'adressage, vous avez un rubrique et vous pouvez demander quelque chose. Voilà, je souhaiterais un bilan psychométrique ou un bilan psychologique ou un bilan psychomoteur bien suivi, mais vous prescrivez d'emblée, s'il y a un retard de langage, un bilan orthophonie. Parce qu'on gagne, même si vous savez plus que j'imagine, ça, les délais qui arrivent. C'est pour ça que je vous disais, c'est particulièrement important de s'y prendre tout de suite quand on a des besoins en orthophonie et d'adresser cet enfant. Mais en même temps, adressez-le à l'ORL pour faire le bilan auditif. Et puis, s'il y a un doute sur la vision, n'hésitez pas à faire un bilan orthoptique ou un bilan ophtalmique. Donc, tout ça, c'est du ressort du médecin de première ligne, pour faire gagner du temps. Et pour que nous, on sache aussi ce qui a été fait.
Donc moi après, je peux l'adresser uniquement en libéral, je mon DAC, et le médecin, il faut juste savoir que le médecin traitant, il va rester coordinateur de ce parcours. On va assurer, on va faire le nécessaire pour faire la coordination, mais le médecin reste le médecin recteur. Donc je peux solliciter une deuxième ligne. Ou alors la deuxième ligne peut aussi me solliciter. On a des parcours qu'on fait mixte, c'est-à-dire que le CAMS fait partie, et puis nous on rajoute les psychomotriciens qu'ils n'ont pas, ou les ergothérapeutes qu'ils n'ont pas, ou alors c'est en attendant que le CAMS ait de la place. Donc le CAMS te dit oui, je peux peut-être prendre cet enfant, mais pas tout de suite, ou je peux faire diagnostiquer ça, mais je ne peux pas faire le reste, et donc fait le bilan fonctionnel et le suivi. Je peux aussi demander à mes collègues de prendre cet enfant en parcours uniquement CAMS soutien CLP, parce que j'estime que c'est tellement compliqué que ça relève vraiment d'une structure et qu'on n'y arrivera jamais en faisant que du libéral. Il y a des parents qui ne sont pas en capacité d'aller solliciter les libéraux, se déplacer à droite, à gauche, et ça on le sait d'emblée, et sur nous c'est vraiment un gros problème. C'est des familles souvent qui ne parlent pas bien, non plus, qui ne peuvent pas téléphoner. On a souvent besoin de solliciter la famille pour nous aider à un peu les mobiliser. Et nous, on essaie de tenir compte des souhaits des familles et de la proximité géographique, mais c'est aussi en fonction de la disponibilité des libéraux. Et sur Mulhouse, on n'a quasiment pas de libéraux. Donc je fais appel aux autres, si les libéraux, psychologues, psycho, ergo, qui veulent rendre service et se contractualiser avec la plateforme, ce sera vraiment bienvenu parce que on est vraiment dans la tâche. Si je donne un avis favorable, il y a une information particulière des parents qui sont faites aux médecins adresseurs et aux professionnels libéraux. La coordination du parcours dans l'intervention est assurée par le référent. Et au bout de 6 mois après la première intervention de la libérale, donc celui qui intervient en premier déclenche le parcours. 6 mois après, on essaie de s'en soutenir, on a un peu de retard, mais même pas trop non plus. On fait une première synthèse en visio. On invite le médecin traitant, tous les partenaires, tous les professionnels libéraux, les hospitaliers, tous ceux qui sont intervenus autour de l'enfant. Et on aimerait bien que les médecins libéraux soient tous présents parce que on essaie de les poser, et on se limite en durée, c'est maximum 1 heure, dont une demi-heure avec les parents. Et on fait le point, et on essaie de nous de grappiller encore 2 éléments. Les synthèses, c'est souvent l'occasion d'avoir beaucoup plus d'informations, et de partage d'informations, et de compenser un peu autour de cet enfant. On invite les parents en deuxième partie de synthèse, et là aussi, c'est un moment important parce qu'on peut écouter ce qu'ils doivent nous dire, écouter les difficultés, et c'est même par visio. Je ne pensais pas personnellement qu'on arriverait à avancer aussi bien, mais en visio, on arrive finalement à faire pas mal de choses. Donc on aimerait juste qu'il y ait plus de professionnels, en particulier des médecins qui participent. On fait un diagnostic, on donne parfois une suspicion diagnostique pour pouvoir avancer, mais c'est souvent par l'esprit de deuxième ligne pour les PSA, on envoie pour avis à des collègues et on renouvelle à ce moment-là, on continue le parcours, on peut renouveler au bout d'1 an pour une 2e année, en sachant que au cours de ces 2 ans, il va falloir qu'on essaie de savoir est-ce que c'est un vrai TLD et où est-ce qu'on va le remettre. Donc il nous faut quand même avoir des dispositifs de diagnostic préparés, et on prépare plutôt la sortie pour qu'un enfant ne sorte jamais de la plateforme sans rien. Ça peut être vers une structure, mais ça peut aussi être en continuant le parcours en libéral avec des financements et des PH qu'on va solliciter. Donc nos assistants sociaux, en particulier le grand parcours CDA, qui a le profil de travailleur social, qui connaît bien les films, et aussi le DPH, qui est en charge d'accompagner les parents à constituer les dossiers, à faire les demandes qui suivent le dossier. Pour les diagnostics TSA, j'ai juste voulu faire un aparté, compléter. C'est des équipes diagnostiques qui existent dans tous les départements. Donc dans le Haut-Rhin, il y en a, c'est séparé en 2. Sur Colmar, vous avez une équipe pour les 0-6 ans
qui est spécifique, porté par le CAMS. Dans le sud du département, vous avez les 0-3 ans. Donc, les enfants qui arrivent au CAMS avant 3 ans sont diagnostiqués par le CAMS, donc aussi bien APF que structure de l'air. Et les 3-6 ans ou plus, c'est la psychiatrie, la pédopsychiatrie. À l'heure actuelle, c'est très compliqué, parce que tout le monde est débordé et les diagnostics se font avec beaucoup de retard dans ce qui est nécessaire pour tout le monde. Ce qui est important, c'est que l'enfant continue à être suivi, et on a en particulier certains psychologues qui sont particulièrement formés dans le TSA, qui prennent en charge les enfants de façon très intensive, et qui font un sacré boulot, qui s'appelle parfois de domicile, pour pouvoir accompagner ses parents, ses enfants, jusqu'à ce qu'ils aient une place quelque part. C'est ça, donc ils sont aussi submergés. Donc on a quand même vu qu'on arrivait à proposer des choses de façon précoce et qui permettaient d'améliorer vraiment la situation des enfants. Donc les plus de 6 ans, c'est de toute façon la psychiatrie infantile-juvénile. Le CRA, c'est vraiment pour les cas complexes. Les troubles associés, les cas où les gens ne sont pas d'accord dans le diagnostic. Et il y a un cabinet libéral, que vous sachiez, pour le moment je crois qu'il n'y en a pas plus, il y en a sur Colmar aussi un autre, qui fait des diagnostics, qui fait des tests diagnostiques. C'est le cabinet du Florival à Juliette, où il y a des psycho-élites qui sont formés au test diagnostic. Et ça, c'est un médecin qui fait le diagnostic. Ça coûte 700 €. C'est réservé aux parents qui ont vraiment les moyens, mais on se rend compte qu'on est quand même dans une médecine à 2 vitesses, une prise en charge à 2 vitesses. Les gens qui ont les moyens, ils peuvent commencer plus tôt, Alors on a réduit un peu ces choses par le PCE, mais le diagnostic TSA, ça reste une vraie problématique. Voilà, très rapidement pour le repérage des trucs que vous avez dit. Merci pour toutes ces précisions. Effectivement, on a bien compris que c'était important d'intervenir précocement, de repérer et de pouvoir ensuite prendre en charge. Le temps avance et pour pouvoir manger chaud la deuxième partie, je vous propose, si vous avez des questions, de les garder pour à la fin de la deuxième partie. Si vous avez des questions plus spécifiques à poser, gardez-les en tête. On aura un petit temps pour les questions à la fin de la deuxième partie. Et du coup, je vais inviter les autres professionnels de santé prévus pour cette deuxième partie autour de ce qui touche aux pratiques professionnelles auprès des tout-petits à nous rejoindre sur l'estrade. Je vais inviter le docteur Ramila Kozik, qui est pédopsychiatre en libéral à Mulhouse, à démarrer cette table ronde et ces échanges autour des pratiques professionnelles. Alors, bonsoir. Merci beaucoup pour votre intérêt au sujet du trouble de neurodéveloppement chez l'enfant. Il faut que je trouve la bonne. C'est bien pour ça. Le trouble de neurodéveloppement chez l'enfant de 0 à 3 ans. Donc, je suis médecin pédopsychiatre libéral et je suis contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui quelques éléments à retenir au sujet des TND du point de vue du pédopsychiatre. Alors, il y a certains qui ont été bien détaillés déjà par le docteur Levesque, mais j'y tiens beaucoup et puis il est heureux qu'on parle tous un peu de la même chose. Alors, je commence par ce tableau. C'est une statistique qui n'est pas récente, donc qui montre bien que des problèmes existent depuis longtemps. Les ALD les plus fréquents chez l'enfant, donc on parle de tous les enfants jusqu'à 15 ans, sont 28% des infections psychiatriques.
et 16,8% des affections neurologiques. Alors, il ne faut peut-être pas s'étonner, on va passer au diapo suivant, que cela prend un volume énorme dans les consultations des médecins, qu'on se retrouve débordé par ces situations cliniques, que si on additionne les affections, les ALD pour l'affection psychiatrique avec les ALD des affections neurologiques, ça fait 45% d'ALD chez l'enfant pour des troubles neuropsychiatriques, dont la majorité sont les ALD. Et puis, je crois qu'on tombe sur les mêmes chiffres que Mme Bevet, et on diagnostique, en tout cas en 2019, 35 000 enfants avec TND par an. Ça veut dire 5 à 10% des enfants de moins de 5 ans. Alors, ce que j'aimerais aussi qu'on retienne bien, c'est que c'est souvent chez des enfants qui ne sont pas repérés à risque, qui consultent souvent pour un symptôme, un seul symptôme, précoce et qui perdure. Alors, promis, je ne vais pas détailler, le concept de TND date de 2013 avec la publication du DSM-5, donc la Bible du psychiatre, et comprend un défaut de développement cognitif. Donc, il faut penser à exclure tout ce qui est déficience sensorielle, surdité, cécité et tout handicap moteur. Et il faut que ce soit un trouble qui entraîne un retentissement fonctionnel et aussi comprendre que c'est un concept, c'est-à-dire que ça comprend un ensemble de troubles. Et j'ai une diapo un peu plus tard assez effrayante à ce sujet. Voilà. Alors, parce qu'on a dit que la thème de la soirée, c'est les troubles de neurodéveloppement de 0 à 3 ans. Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, de 0 à 3 ans, on en trouve 2. Donc, c'est les troubles de développement intellectuel, où on cherche la déficience intellectuelle et des enfants qui ont des capacités d'adaptation limitées. Et on a un petit indice parce que là, il y a des enfants à risque parce que c'est des troubles qu'on trouve chez 25% des anciens parents prématurés. Et un peu plus près de mon domaine, c'est les troubles du spectre autistique. Des enfants qui ont des difficultés dans les interactions sociales et de la communication, qui présentent des comportements répétitifs et stéréotypés, qui ont des intérêts restreints et envahissants. Et ça a été déjà un peu évoqué, mais je trouve que c'est important de rappeler, de penser à un trouble du spectre autistique chez un tout petit, ou qui ne sourit pas, qui ne réagit pas à la voix, qui est un bébé trop sage, un bébé qui, à 23-4 mois, présente une pauvreté de la motricité spontanée, un gamin qui ne babille pas, qui ne pointe pas du doigt, qui ne fait pas de gestes sociaux, coucou, au revoir, merci, bravo, après 1 an, qui après 1 an et demi ne dit pas de mots, qui après 2 ans n'associe pas de mots, si ce n'est que de l'écolalie, et surtout un enfant qui entre 1 an et 2 ans stagne ou régresse dans son développement socio-communicatif. Alors, quand on repère ça, on va quand même chercher des causes, et on va chercher des causes sur lesquelles on peut peut-être intervenir. Alors, on cherche toujours une cause de retard, donc de 0 à 3 ans, des causes de retard dans le langage, la motricité ou les habilités sociales. Alors, on regarde le côté de l'hygiène de vie, et on demande le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, la socialisation, la stimulation, et peut-être pas en dernier, l'exposition aux écrans. On regarde si la langue familiale est une langue étrangère, on regarde si la pédagogie et le style éducatif sont adaptés, on regarde si l'enfant ne souffre pas d'insécurité affective et s'il n'évolue pas dans un milieu de précarité sociale. Et on arrive au tableau. Alors oui, le TND, c'est tout ça. Et en plus, c'est en Poitiers parce que ce sont des troubles poreux. C'est-à-dire qu'elles peuvent très bien coexister, elles se croisent, et c'est vraiment un casse-tête de les diagnostiquer et de faire un diagnostic précis. Mais ce soir, on a de la chance parce qu'on parle que des TDI, troubles de développement intellectuel, et troubles du spectre autistique, sachant que ces deux-là s'associent dans 30 à 40% des cas. Donc, un enfant autiste a souvent
un trouble de développement intellectuel, et un enfant avec un trouble de développement intellectuel peut présenter un autisme. Alors, on regarde bien pour exclure la surdité, la basse vision l'handicamenteur. On exclut l'épilepsie, les troubles du sommeil, de l'alimentation isolée, l'anxiété, la dépression, les TOC et d'autres maladies psychiatriques, peut-être chez les plus grands comme la schizophrénie et le trouble bipolaire. Alors, quand même, la psychiatrie. Alors, je reviens sur le fait que les troubles du spectre autistique est un trouble neurobiologique, pas que psychiatrique. Donc, un enfant ne devient pas autiste parce que les parents sont séparés, parce qu'il n'a pas été désiré. Et ce sont des propos qui ont fait beaucoup de tort à la psychiatrie, aux enfants, aux familles. Je pense qu'il n'y a plus personne qui parle comme ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que les associations des parents ont longtemps dit on ne veut plus entendre que c'est de la psychiatrie. Alors, je pense que c'est quand même compliqué de soigner les troubles du spectre autistique sans les pédopsychiatres. Puisque, voilà, ce sont des troubles complexes qui nécessitent une approche psychodynamique, systémique, qui nécessitent un nombre considérable d'interventions, et que, bien que, et on est tout à fait d'accord que les parents sont les experts mondiaux de leurs enfants, ils ont quand même besoin d'aide dans des situations aussi difficiles. En plus, 0 à 3 ans, vous avez entendu, poser un diagnostic précis, c'est presque mission impossible. Et donc aussi, au niveau du pronostic, ça reste assez incertain. Du coup, il y a bien sûr la nécessité de préciser le diagnostic catégoriel, donc aussi la pédopsie pour les paysages, mais aussi fonctionnel. Et là, peut-être que c'est intéressant aussi de qu'est-ce qu'on fait devant à moins qu'il y a une attente de la cognition sociale. Donc dans le décodage des émotions, des intentions d'autrui, dans la dimension affective, émotionnelle, relationnelle de l'enfant. Et puis aussi, on a dit que c'est un trouble neurobiologique, donc un trouble qui suppose une lésion cérébrale. Donc l'enfant gardera la trace et donc peut-être déculpabiliser les parents et accompagner avec ce trouble qu'ils vont peut-être garder toute leur vie. Alors, les enjeux. On a bien entendu les enjeux du repérage précoce, reconnaître les signes d'appel, regarder les côtés des facteurs environnementaux, surveiller les enfants à risque. Maintenant, ce qui est vraiment très important, c'est de ne pas attendre le diagnostic pour intervenir. Alors, ce sont des interventions d'équipe d'éducation qui supposent une mobilisation pluridisciplinaire avec orthophonistes, ergothérapeutes, kinés, psychologues, orthophonistes, orthoptistes. Voilà. Alors, effectivement, le recours aux avis spécialisés, c'est après intervention précoce, on réévalue si les troubles persistent, si se sont améliorés mais pas assez. Alors, on va chercher du côté des pathologies associées, on va envoyer chez l'ORL, chez l'ophtalmo, et on va prendre l'avis des spécialistes. Alors, les médecins spécialistes, pédopsie, neuropsie, ou alors plateforme type la plateforme PCO, dont on a bien parlé. Et je crois qu'on a beaucoup de chance d'en avoir une, parce que la PCO permet de lever un doute, de progresser dans le diagnostic et pouvoir intervenir précocement sans avancer des frais. Alors, il faut aussi penser, une fois tout ça, à préparer la scolarisation, puisqu'à 3 ans, il va aller en maternelle. Donc, peut-être à prévenir le médecin scolaire que cet enfant arrive, constituer un dossier MDPH pour qu'effectivement, il n'y a pas de rupture dans le parcours de soins, mais aussi pour qu'il y ait une aide humaine, un accompagnement à l'école. Et peut-être, pour le côté médecin, il n'existe pas vraiment de traitement médicamenteux, mais chez un enfant avec des troubles de neurodéveloppement qui ne donnent pas, on peut, à partir de 2 ans, prescrire du slénito, qui est une forme de mélatonine à libération prolongée. Et, je finis presque, il y a des erreurs à ne pas commettre. Alors, je reviens là-dessus, parce que c'est vraiment important de jamais banaliser le doute des parents. Déjà, parce que c'est violent
de banaliser la capacité d'un parent d'observer son enfant. Et puis cela génère une défiance vis-à-vis des professionnels qui va être la porte ouverte vers toutes les errances et toute la recherche de prise en charge non conventionnelle. Alors, il y a eu une étude, alors c'est sûr ce sont des parents qui ont répondu à des questionnaires, mais il y a eu quand même 400 parents qui ont répondu à des questionnaires, et on s'est rendu compte que quand même 85% des troubles sont repérés par les parents, avant les professionnels. Et donc quand ils viennent avec un gamin qui pose un symptôme, qui s'écarte un peu des valeurs normatives des enfants de son âge, on peut utiliser l'outil de sémantique et dire c'est inhabituel. Alors quand on dit c'est inhabituel, cela ne nous engage pas dans la pathologie, mais ça permet de mettre en route un dispositif. Par exemple, enclencher une consultation longue chez le pédiatre ou chez le généraliste, faire appel à des outils de repérage précoce et puis pouvoir donner une réponse aux parents en attendant la suite. Alors, et la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de jamais parler de guérison. Alors, ne pas rassurer à tort. Alors, ne jamais dire ne vous inquiétez pas, vous inquiétez trop, on ne parle pas de deux enfants. C'est pareil, ça renforce les comportements défis des parents envers les professionnels puisque malheureusement, dans les TND, il n'y a que 5 à 10% des enfants qui récupèrent complètement, et le reste des enfants a des besoins spécifiques qui doivent vivre avec. Et puis aussi, une statistique qui fait mal, mais 9 enfants sur 10 ont besoin de soins après la PCO. Voilà. Alors, je vais laisser mes autres collègues intervenir pour que chacun vous dise tout ce qu'il sait faire pour ses enfants. J'avais juste mis la dernière vidéo, la Marguerite. D'accord. On reviendra sur la Marguerite au moment de la conclusion, parce que pour nous, elle résume vraiment le déroulement de cette soirée et les objectifs qu'on s'était fixés. J'y reviendrai ensuite et on va laisser la parole à M. Pillot, qui est donc neuropsychologue et qui va nous faire part des possibilités de tester les enfants. Quels sont les tests possibles entre 0 et 3 ans au niveau des évaluations? Je pense que ça sera plus simple là d'avoir la présentation dans le dos. Merci en tout cas. Donc voilà, je suis Mathieu Pillot, neuropsychologue. On m'a demandé de faire une petite présentation sur les outils neuropsychologiques d'évaluation qui sont accessibles. Alors il faut savoir que déjà, 0-3 ans, c'est une tranche que les neuropsychologues ne vont pas énormément faire. Vous avez le constater, nous n'avons pas énormément d'outils qui nous permettent d'aller évaluer sur le plan diagnostique les enfants. Néanmoins, il y en a quand même quelques-uns, et c'est important que vous sachiez ce qu'on est en mesure de faire. Premier aspect qui va être peut-être le plus important, c'est celui de l'évaluation cognitive générale. C'est le test de QI tout simplement, qui nous permet d'avoir une évaluation de l'efficience intellectuelle de l'enfant. Fondamentalement, à 2 ans et demi, qu'est-ce que ça va être? C'est à partir de 2 ans et demi. C'est une photographie des compétences de l'enfant qu'il faut bien voir comme une photographie à un instant T. Ça veut dire que ça ne présage pas nécessairement de l'évolution de l'enfant, et il suffit qu'il y ait des associations avec, par exemple, des troubles du langage ou des troubles spécifiques des apprentissages, et on va pouvoir avoir des biais dans les résultats qui vont être obtenus. Il faut toujours nuancer les résultats. Néanmoins, c'est déjà une première base, un premier outil qui nous permet d'évaluer l'efficience intellectuelle et peut-être de poser des éventuels diagnostics, en tout cas, de déficience intellectuelle. Donc on en a 2, la WICI et la KABC. La WICI étant bien évidemment celle qui est la plus utilisée. La WICI 4, je vais vous présenter rapidement qu'est-ce que ça va être. On aura 3 aspects principaux. Premier aspect, toute une sphère verbale qui va être étudiée, qu'on appelle l'indice de compréhension verbale, avec aussi bien des tests de dénomination, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est cette coccinelle, des tests de compréhension de mots, par exemple, montre-moi le triangle, ou des tests d'information, par exemple, on va lui poser une question, de quelle couleur elle est. Et on s'attend à voir est-ce qu'il est capable ou non de produire la réponse. La deuxième sphère, dans tout ce qui va être les efficiences intellectuelles, ça va être les épreuves visio-spatiales. Les épreuves de raisonnement visio-spatial, les raisonnements visio-constructifs principalement, ça va être par exemple des cubes, on va lui donner des cubes de couleurs, il va devoir reproduire les formes données, ou alors assemblage d'objets, ça va être comme des petits puzzles à refaire. Là encore, ça nous permet de voir les capacités visio-constructives et donc de voir un autre aspect non verbal du développement de l'enfant. Et enfin, des épreuves de mémoire,
on va un peu tester sur un plan spatial et sur un plan visuel les capacités de l'enfant. Reconnaissance d'image, on lui montre par exemple le canard et la roue, et ensuite on lui propose de choisir parmi les 5 images celle qu'il a reconnue. De la même manière, mémoire spatiale, qu'est-ce que ça va être? Il y aura 2 petits animaux qui vont être sur une planche, et du coup il va devoir essayer de se souvenir où ils étaient placés une fois qu'on les a retirés. Donc ça nous permet en fait d'avoir, on va dire, une première idée des capacités, des ressources cognitives. Par contre, vous voyez bien par rapport, alors, je ne sais pas si vous connaissez les tests de QI chez les adolescents, chez les adultes, ça n'est qu'une, on va dire, un prémisse pour les enfants de 2 ans et demi à 3 ans, qui nous permet peut-être d'avoir une idée du développement, mais ça ne sera pas suffisant, bien évidemment, ça n'illustre pas toutes les compétences qu'il peut avoir à cet âge-là. Pour la KBC, vous verrez, c'est la même chose. Alors, ça a des noms différents, mais globalement, on mesure à la fois le langage, donc toujours des épreuves de dénomination, de devinettes, donc par exemple avec des petites questions qui vont être sur qu'est-ce qui est bon, qui se boit et qui est blanc, et donc il faut que l'enfant montre le lait, ou des connaissances culturelles, par exemple, montre-moi la chose qui permet de mesurer la température. On a également toujours le raisonnement visuel avec une épreuve de triangle qui donne des objets spécifiques géométriques qui doivent reproduire les formes données. De raisonnement conceptuel, par exemple, il s'agit de trouver l'intrus parmi plusieurs objets. Vous voyez par exemple la voiture par rapport aux autres avions, ou de reconnaissance des formes, qui est une épreuve optionnelle, où il faut reconnaître par exemple un marteau. Et enfin de mémoire. Alors là, la mémoire est un petit peu mieux faite, on va dire, que la MIS, puisqu'on a à la fois suivi une forme visuelle, par exemple des reconnaissances de visage, on lui montre un visage qu'il va reconnaître, ou mémoire associative, qui va être plus cette fois-ci verbale, avec par exemple si le petit nom du poisson, on va lui dire que c'est chalut, il va devoir retenir que c'est chalut, on lui remontre après, montre-moi chalut, il doit montrer le bon poisson. Suite de mots, on va lui demander de pointer correctement des mots, des séries de mots qu'on va lui donner, éventuellement avec une tâche interférente et une mémoire immédiate de chiffres, vous aurez répété des choses. Donc, bien évidemment, à 2 ans, 6 mois, vous voyez que l'ensemble des éléments vont nous donner peut-être un petit peu plus précises des compétences cognitives, la KBC2 à ce niveau-là peut-être un petit peu plus puissante que la liste. Néanmoins, comme c'est l'autre qui est le plus utilisé, c'est vrai que finalement, on a moins d'analyse globale des compétences cognitives de l'enfant en général, mais ça nous donne une idée suffisante pour pouvoir poser éventuellement des idées diagnostiques ou des orientations diagnostiques. Non réservé pour les neuropsychologues, vous avez la réunion, vous connaissez sans doute, il y a les psychologues qui la font également passer, par exemple, notamment parmi d'autres professionnels. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de coupler le test de QI avec une évaluation un petit peu plus fonctionnelle. Et c'est là où finalement les deux vont vraiment briller. On aura les capacités cognitives et on va voir si c'est en cohérence avec la réunion. Je passe très rapidement dessus. C'est à partir de 1 an et on va avoir à la fois des aspects d'encadrement, la communication, la vie quotidienne, la socialisation et la motricité. Vous voyez que là encore, c'est quelque chose d'assez général et de fonctionnel. Pour le côté visuo-constructif, là encore, on n'est pas les seuls à l'utiliser, mais il y a la figure de lait. Il faut savoir qu'elle peut être utilisée à partir de 3 ans. Alors c'est la version enfant, bien évidemment. Vous voyez qu'elle est un petit peu plus simplifiée. Et là encore, si l'enfant présente des troubles spécifiques d'apprentissage, il peut avoir des biais, en tout cas, dans les observations qui vont être faites. Mais néanmoins, ça nous permet de tester la mémoire, ça nous permet de vérifier les constructions, etc. Et enfin, ce qui va vous intéresser également, c'est tout ce qui va être en lien avec le TSA. Alors, le docteur Lévesque l'avait très bien précisé, on n'est pas nombreux à être formés, et donc c'est vrai que la question de la DI et de la dose qui permet d'orienter le diagnostic, il y a très peu de professionnels qui vont pouvoir le faire, surtout en libéral. Ça va plutôt être dans les grandes structures de prise en charge, on va pouvoir l'avoir. Aussi bien à partir de 12 mois pour la dose 2, ou à partir de 3 ans pour la DIR. La dose 2, qu'est-ce que ça va être? Vous en avez sans doute entendu parler. En fait, on a une grande mallette avec plein de jouets. Et ces jouets-là, en fait, on va regarder comment l'enfant va jouer avec. Souvent, à partir de 12 mois, ça va être filmé, 2 expérimentateurs, 2 professionnels qui vont observer l'enfant pour pouvoir vraiment essayer de voir s'ils ont le même avis sur les observations qui ont été faites. Je vous ai donné un petit exemple du module 1 de 31 mois, en sachant qu'il y a aussi le module Toddler qui est le module à partir de 12 mois. Et on a par exemple une phase de jeu libre où on va regarder ce qu'il va faire, une phase avec des jeux de bulles où on va jouer à faire des bulles tout simplement, des phases de routine avec des objets. On va regarder comment est-ce qu'il est, en premier temps, il va interagir avec ses parents, son parent. Comment est-ce qu'il va explorer spontanément les jeux qui vont être proposés, est-ce qu'il va plutôt quelque chose de symbolique, de fonctionnel, la durée, le comportement moteur, la stéréotypie,
les émotions et les affects qu'il va présenter, l'initiation qu'il va pouvoir effectuer, les réponses à son prénom, le sourire social, le regard de l'adulte, les routines sociales. Vous voyez qu'en fait, ce sont des malades très riches. On va observer énormément de choses pour voir un petit peu si en tout cas c'est ça. Et enfin, la prière. On va avoir, c'est plutôt une interview, un grand questionnaire qui va être passé avec les parents exclusivement, où finalement, en tout cas à cet âge-là bien évidemment, où on aura des questions plutôt ouvertes, où on va essayer de savoir comment l'enfant s'est développé et s'il y a des signes spécifiques qui apparaissent dans son développement. Donc voilà, des cotations normées de 0 à 3, avec 3 domaines principaux: communication, interaction interaction sociale et comportement, et des éléments d'analyse complémentaires qui nous permettent éventuellement d'évoquer des comorbidités, comme par exemple les antécédents familiaux, antécédents développementaux, langage restreint, etc. Donc, cutoff spécifique dans les 3 domaines qui nous permettent éventuellement de voir comment est-ce que finalement l'enfant va se positionner, est-ce qu'il valide les critères de trouble du spectre autistique ou non, tout simplement. Voilà, j'ai terminé pour la présentation, en tout cas au niveau des ressources possibles pour les neuropsychologues, et donc les raisons pour lesquelles vous pouvez nous les orienter: les déficiences intellectuelles, les TSA, tout ce qui va être éventuellement visio-constructif, et les magnons, mais ça, les autres aussi peuvent également le faire passer. Merci M. Pillot pour ces précisions autour du bilan neuropsychologique pour les enfants de 0 à 3 ans. Je vais passer maintenant la parole à Marine Faunet, qui est psychologue au CAMS, et qui viendra compléter l'intervention du Dr Pillot pour nous parler plus précisément de ce qui touche autour, notamment, on disait tout à l'heure aussi, de l'accompagnement des parents quand il y a un cadre de développement qui est repéré, pour pouvoir leur expliquer et puis pour pouvoir prendre en compte aussi l'aspect relationnel avec l'enfant. Alors nous, au CAPS, on met un point d'honneur à accompagner les parents. Donc dès qu'il y a des périodes de bilan, on rencontre tous les parents. On est 2 psychologues, donc on propose au moins un rendez-vous aux parents pour reprendre un peu leurs inquiétudes, leur parcours de vie, parce que souvent c'est des parents qui sont passés par des moments d'hospitalisation. Des psychologues ont parfois été proposés à ce moment-là, mais parfois ça intervenait trop tôt. Donc nous on est là aussi au CAMS pour proposer des temps d'échange aux parents pour qu'ils puissent aussi échanger autour de leurs inquiétudes, les accompagner aussi autour de leur cheminement vers les difficultés de leur enfant. Souvent il y a des parents qui viennent et parce qu'on leur a dit de venir au CAMS, pas forcément parce qu'ils avaient eux-mêmes des inquiétudes. Ils étaient dans le quotidien, c'est des parents qui se sont aussi parfois beaucoup adaptés au fonctionnement de leur enfant, qui n'ont pas forcément vu les difficultés de leur enfant. Donc on va être là, nous psychologues, pour les accompagner vers l'observation de tous ces signes-là, en étroit lien avec nos collègues qui aussi, pendant leur période de bilan, peuvent souligner les difficultés de l'enfant. Donc voilà, après il y a peu de parents finalement qui vont nous solliciter à l'issue de ce premier rendez-vous. Souvent c'est les collègues finalement qui reviennent vers nous parce que les parents finalement déposent quand même beaucoup d'inquiétudes pendant leur séance avec l'enfant. Donc on pourra intervenir dans un second temps. Après, comme le disait très justement une maman, il y a souvent 2 temporalités chez les parents. Il y a les parents qui viennent au CAMS parce qu'ils ont eu des inquiétudes et du coup c'est un autre cheminement que les parents qui finalement viennent ici et qui pensent qu'on va proposer des séances de rééducation et que tout ira mieux après. Donc voilà, travailler aussi le niveau d'implication pour que les parents se sentent impliqués aussi dans le suivi de l'enfant. Donc on va essayer d'être vigilants à tout ça. On a essayé de mettre en place aussi des groupes parents sur différents thèmes, comme le langage, les écrans, donc voilà. Et après, on a essayé de mettre en place des accompagnements plus spécifiques et plus individualisés pour les parents. Mais ça, c'est vraiment en fonction des différents enfants, enfin des différents parents qu'on voit finalement. Voilà. Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va aborder un peu la question de la rééducation avec notamment Flaviotte, qui est orthophoniste, voilà, qui va nous parler de cette pratique. Je reste debout, sinon je vous tourne le dos, c'est pas très convivial.
Alors je commencerai par dire que la HAS, dans son rapport de 2020, préconise, et ça a déjà été dit, que l'intervention orthophonique ait lieu le plus précocement possible si l'enfant est à risque d'un TND ou si un TND est suspecté. Donc l'intervention orthophonique, elle peut être à visée préventive chez les enfants à risque ou à visée éducative ou rééducative chez les enfants chez qui le TND est suspecté. Autre point, ça a déjà été dit aussi, je crois, mais du coup je le répète parce que c'est important. L'intervention orthophonique, elle peut se faire de façon simultanée à la démarche diagnostique pour un TND, mais elle peut aussi avoir lieu dans l'attente du diagnostic ou en amont d'un diagnostic de TND, dès lors qu'il y a une suspicion d'un trouble du langage et de la communication, ou un trouble alimentaire pédiatrique, ou un retard global des acquisitions. Alors ce que je vous propose, comme le temps est très très limité, c'est qu'on va faire un court focus sur le travail autour du langage et de la communication. Je ne parlerai du coup pas du tout des troubles alimentaires pédiatriques. Et comme toute prise en soin, dans le cadre qui nous intéresse ce soir, mais dans la prise en soin orthophonique, le travail commence toujours par un bilan qui se fait donc sur prescription médicale et où l'orthophoniste reçoit la famille, c'est-à-dire l'enfant et ses parents. Ce temps de bilan, il vise à objectiver les difficultés de l'enfant, à objectiver aussi l'impact fonctionnel de ces difficultés dans le quotidien, mais également à repérer les forces, les compétences de l'enfant sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer ensuite dans le travail. À la fin de ce temps-là, l'orthophoniste elle a une obligation de poser un diagnostic orthophonique et d'établir en partenariat avec les parents d'un plan de soins, d'un projet thérapeutique. Alors dans l'intervention orthophonique, on a à cœur d'impliquer les parents qui sont dans la mesure du possible, de véritable, on va essayer de les rendre vraiment coacteurs du soin. On va leur donner de l'information sur le développement typique du langage et de la communication. Et si le diagnostic est posé, on va aussi leur expliquer en quoi le trouble que présente leur enfant peut impacter le développement du langage et de la communication. On va aussi apprendre aux parents à observer leur enfant en partant du principe qu'il n'y a pas de prérequis à la communication. Tout être humain peut communiquer. Et qu'on va toujours présager des potentialités de l'enfant qu'on a en face de nous. Alors, selon les besoins des parents, on peut les amener à observer les tentatives de communication de leur enfant et leur apprendre à y répondre de façon ajustée. On peut aussi apprendre aux parents à développer les facilitateurs à la communication, c'est ce qu'on appelle aussi les compétences socles. Les compétences socles, c'est l'attention conjointe, les compétences à l'imitation, le pointage, l'attention conjointe et je dois oublier. On va aussi chercher à augmenter les opportunités d'interaction de l'enfant avec son environnement. Donc, dans le cadre d'un enfant qui présenterait un TSA, par exemple, ça pourrait être d'augmenter son répertoire de centres d'intérêt, éventuellement l'aider aussi à développer son niveau de jeu. Et bien sûr, on va aussi chercher à augmenter les opportunités de communication de l'enfant. Donc là, on va proposer et former les parents à proposer le plus tôt possible des outils de CAA. Donc la CAA, c'est la communication augmentative ou alternative. C'est-à-dire qu'on va proposer aux parents d'utiliser une communication multimodale, puisque de toute façon, la communication humaine est multimodale. La CA, ça peut être des gestes, ça peut être l'ajout, donc c'est toujours en plus du langage oral, je ne l'ai pas dit, mais évidemment en plus du langage oral, d'ajouter des signes qui peuvent être issus de la langue des signes française ou du programme Hackathon ou d'autres banques de signes. Ça peut être aussi de proposer des outils visuels, notamment à base de pictogrammes, donc des tableaux de communication, des tableaux de choix, des thermomètres des émotions, un symbole verbal. Et on va aussi amener les parents à utiliser, dès que besoin, des outils robustes de communication. Alors pas robustes parce qu'ils ne se cassent pas vite, mais robustes du point de vue linguistique.
C'est-à-dire que ça va permettre à l'enfant de pouvoir vraiment exprimer toutes les potentialités de sa communication et de lui permettre d'émettre toutes sortes de messages, bien sûr faire des demandes, des commentaires, mais dès lors que ça sera possible, faire des blagues, raconter un événement, épeler un nom de famille, etc. etc., etc. Comme je pense que mon temps est écoulé, je terminerai en rappelant juste les 3 points clés que je voulais vraiment transmettre ce soir, c'est que ça n'est jamais trop tôt pour envoyer un enfant chez l'orthophoniste, d'autant que ça a déjà été dit aussi, nos délais d'attente sont très très longs, oui. Et donc si un enfant est adressé vers 1 an et demi, il a une chance d'avoir une place vers 3 ans. S'il est très chanceux, il en aura même une avant. Mais s'il n'est adressé que vers 3 ans, 3 ans et demi, il risque de n'être pris que vers 5 ans, 5 ans et demi. Et là, on est déjà presque plus dans l'éducation précoce. Je l'ai dit, mais je le répète, pas la peine qu'il y ait un diagnostic de TND posé pour envoyer chez l'orthophoniste. Et surtout, l'enfant n'a pas besoin d'avoir des prérequis. Il n'a pas du tout non plus besoin de savoir parler pour aller chez l'orthophoniste, parce que la communication, c'est pour tout le monde. Merci pour toutes ces informations. Vous retrouverez un certain nombre de petites affiches ou de notes explicatives que vous avez mis dans un document qui s'appelle Ressources documentaires de l'orthophoniste. À la fin de la projection, vous aurez un QR code que vous pourrez flasher et vous aurez accès du coup à tous ces documents. Et voilà, comme Flavie l'a dit, on se rend bien compte que, encore une fois, et on l'a déjà dit, mais que les parents sont vraiment acteurs de cette prise en charge et co-acteurs en tout cas, et comment on peut les aider aussi à stimuler et à accompagner au mieux leurs enfants dans un quotidien en dehors des séances avec le professionnel de santé. Je passe la parole à Florence Guillosson, qui est psychomotricienne. Bonsoir. Du coup, oui, je suis psychomotricienne et j'ai l'insigne honneur de représenter la grande corporation des psychomotriciens libéraux mulhousiens, c'est-à-dire 2 personnes. Les 2 d'ailleurs. Alors on espère qu'un 3e larron qui n'est pas loin non plus nous rejoindra prochainement dans cette grande corporation des psychomotriciens libéraux mulhousiens. Donc ça pose un petit peu le décor. Mais pour parler de la psychomotricité de manière un petit peu plus large, je ne sais pas trop quel est notre niveau d'information sur la question, mais encore ce matin, en ayant l'assistante sociale du CAMS au téléphone, je me suis dit qu'il faut rappeler vraiment cet aspect-là. C'est que les psychomotriciens, comme sont des auxiliaires de la médecine, ça c'est leur statut, ils travaillent donc sur prescription médicale. Ce qui n'est pas tellement intuitif, puisqu'il n'y a pour autant pas de prise en charge systématique par la CPAM, sauf dans le cadre de conventionnement avec la PCO, notamment, ou quelques autres situations où on comprend bien, parfois les gens obtiennent une prise en charge de la CPAM pour les suivis, notamment en psychomotricité. C'est un peu un mystère, mais ça arrive parfois. Par contre, la plupart des patients qui sont accueillis en psychomotricité dans le cadre libéral, en tout cas à l'heure actuelle, bénéficient d'un certain nombre d'aides, notamment via la MDPH. Du coup, ils peuvent obtenir des allocations de la CAF, en disant reconnaissance de handicap. Le conseil, la communauté européenne, la taxe, communauté, oui. Collectivité, c'est bien aussi. Finance en général le suivi pour les enfants qui sont sous la tutelle de l'ASE. Voilà. Il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent d'accompagner financièrement les soins en psychomotricité. Donc ça c'est un petit peu pour le cadre, on va dire, statutaire, administratif. Ensuite, donc les psychomotriciens ne sont pas nombreux, pour autant ils sont ambitieux. Si
si je me réfère au décret de compétences des psychomotriciens, il est indiqué que le psychomotricien, par l'intermédiaire du corps, intervient sur les fonctions mentales, affectives et motrices d'une personne, afin d'harmoniser les relations que la personne entretient avec elle-même et son environnement. Donc c'est des projets qui sont ambitieux, pour lesquels on va dérouler des modalités d'intervention qui sont là pour le coup un peu plus classiques, qui ressemblent à celles des orthophonistes et des psychologues. On démarre avec un bilan qui mêle harmonieusement tests standardisés pour repérer les écarts à la norme et observations cliniques. On essaye de tisser, tricoter avec les observations des parents et des autres professionnels pour dresser le profil psychomoteur de l'enfant qui va regrouper les forces, les ressources et les fragilités, les vulnérabilités de l'enfant sur le plan psychomoteur et permettre de définir le projet thérapeutique qui va indiquer des axes de travail plutôt du côté sensoriel, plutôt du côté émotionnel, attentionnel, tonique, moteur ou du côté des interactions. Donc ça c'est la première modalité d'intervention. Ensuite le psychomotricien intervient soit sur le plan de ce qu'on appelle l'éducation psychomotrice, plutôt du côté de la prévention, un peu comme vous décriviez pour les orthophonistes, ou du côté plus thérapeutique, d'une prise en charge, une fois que les troubles ont été déjà bien repérés et identifiés par les différents bilans. Donc là, le psychomotricien, dans sa prise en charge, va lui s'appuyer sur le développement psychomoteur. Et donc on a bien entendu le développement précoce de l'enfant, il est essentiellement, et avant tout, peut-être même exclusivement psychomoteur. Donc nous, ça nous intéresse particulièrement de recevoir les enfants tout petits, le plus petit possible. Et pour le coup, on est relativement équipé pour la question de l'évaluation des tout petits. Donc on les reçoit très volontiers, même avant l'éventuel diagnostic, quel qu'il soit, sachant qu'effectivement dans notre consultation, on en parlait avec mon collègue tout à l'heure, une écrasante même majorité des enfants rentrent dans le cadre des troubles du neurodéveloppement et on les reçoit plutôt avant 3 ans. Donc voilà, si dans vos consultations vous avez des enfants plus jeunes, ils peuvent très facilement être adressés aux psychomotriciens dès le plus jeune âge. Pour un bilan ou un travail de prévention si les signes d'alerte ne sont pas francs. Hein. Et nous, en termes de signes d'alerte, on donne quelques indicateurs. Ce qui nous préoccupe toujours, c'est la question du tonus, notamment chez le tout petit, d'essayer de repérer comment le bébé peut s'ajuster dans l'interaction avec son environnement matériel, mais aussi son environnement humain. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est de prendre le bébé dans les bras. Et ça, c'est un test qui n'est pas forcément très invasif, une observation qui n'est pas forcément très invasive, mais déjà de repérer comment l'enfant peut se tenir, se maintenir, se retenir quand on le prend dans les bras et qu'est-ce que nous, professionnels, on va ressentir au contact de cet enfant qu'on a dans les bras. Ça peut déjà donner pas mal d'indications pour aller plus loin ou orienter vers les psychomotriciens. Après, on se tiendra à votre disposition pour des questions plus précises. Merci. On a également le son et M. Bandelier, qui sont psychomotriciens. Il marche pas. Voilà. Ils vous ont préparé un petit récap du
travail du psychomotricien que vous avez vu sur les chaises. Voilà, c'est la petite fiche qui se trouve là. C'est Anarch, Ramjit, qui va prendre la suite pour l'aspect kinésithérapie. Bonsoir à tous. Alors, je suis Anarch Ramjit, kiné et ostéopathe à Ixheim. Je n'ai pas la prétention de représenter toute la profession. Il y a des kinés ce soir, je pense qu'il y en a 2 sur la liste. Donc, si vous pratiquez la kiné pédiatrique, n'hésitez pas à me voir après, qu'on puisse échanger, et surtout à me donner vos coordonnées, parce qu'on n'est vraiment pas nombreux. Alors, donc, si vous voulez, les kinés, on est en première ligne par rapport aux nourrissons qui nous seront adressés, tous les troubles qui sont cités sur la diapo là. Donc, on a surtout les kinés qui pratiquent la pédiatrie vont avoir des bébés dans les mains tous les jours. Donc, j'aimerais juste sensibiliser un tout petit peu, pas juste les kinés, mais tous ceux qui sont là, qui auront des bébés dans les mains, notamment. Voilà, tout simplement des torticolis, des plagiocéphalie, otolite, membres inférieurs, congénitaux, peu importe le motif de consultation pour lequel on nous adresse les enfants, il faut vraiment avoir l'œil et avoir le tact pour parler aux parents de la notion d'inhabitualité des contextes de développement moteur, notamment. Parce qu'on sait aujourd'hui que la motricité, les troubles de la motricité sont des marqueurs précoces de développement atypiques qui seront associés, qui vont être associés plutôt avec des TND. Donc, il faut vraiment avoir l'œil observateur et surtout pas hésiter à faire des tests rapides, des bilans rapides, genre un suivi du regard, un tenue de tête, un tiré assis. Voilà, donc il faut vraiment avoir l'œil et parler avec les parents dès qu'on voit quelque chose qui sort de l'ordinaire. L'intérêt de la kinésithérapie, comme le docteur Posic notamment et ma consoeur psychomotricienne a dit avant, faut pas attendre qu'il y ait un diagnostic parce que le parcours du diagnostic il est long. Et dès qu'on voit quelque chose, un retard, notamment là, après, je vais vous montrer le tableau de Denver après. Voilà, il fait peur ce tableau, mais de façon très rapide en mettant 4 croix sur les 4 lignes. On sait s'il y a quelque chose d'inhabituel ou pas. Je suis désolé, on ne voit pas grand chose, mais je pourrais vous l'envoyer. C'est un outil très ancien qui date des années 90, mais qui est très facile à imprimer, photocopier. On met 4 croix dessus, on sait si on est face à quelque chose d'inhabituel ou pas. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ça. Donc oui, dès qu'il y a du retard moteur, il faut prescrire de la kiné, que ce soit pour de la rééducation orthopédique, donc si vous voulez, le système musculo-squelettique par exemple pourra présenter des anomalies parce qu'on a des hypertonies, des problèmes de motricité. Et là, nous, kinés, avec une petite main, on va masser, mobiliser, faire de la physiothérapie, éventuellement de la balnéothérapie, lorsqu'il y aura des troubles orthopédiques, donc, qui sont associés avec des grossesses difficiles, des naissances compliquées, etc. Donc, notre rôle, il est aussi pour l'acquisition, donc l'éveil de motricité. Donc, quand il y aura des retards de développement, souvent on va nous envoyer des bébés pour retard d'acquisition. Donc voilà, après, peu importe les méthodes avec lesquelles on est sensibilisé, voilà, on a un rôle à jouer qui est fondamental. On est juste malheureusement peu nombreux à faire de la pédiatrie. Donc quand vous êtes intéressé avec la pédiatrie en tant que kiné, faut pas hésiter du tout à vous faire connaître, notamment auprès
les prescripteurs, parce que tout simplement en faisant des bilans, en envoyant, il faut se faire connaître, parce qu'on est vraiment très nombreux. Donc, on a un rôle très important en éducation thérapeutique, du coup aussi, hein, parce que comme on est peu nombreux, forcément, le gros du travail est fait au quotidien par les parents. Et nous, on devient un petit peu des kinés américaines, c'est-à-dire on donne des exercices, on montre des exercices, on devient des coachs en fait, de plus en plus aujourd'hui, et d'où l'importance du rôle des parents. Hein. Donc, voilà, et puis un rôle de conseil qui est très important lorsqu'il s'agit de nécessiter l'appareillage, etc. Et puis bien sûr, on a des relais d'information, c'est à nous souvent de décrocher le téléphone pour appeler, faire un courrier, pour adresser un enfant au CAMS, etc. Donc voilà, l'intérêt de la kinésithérapie est avant tout dans le repérage, mais aussi bien sûr après diagnostic ou pas, quand il y a besoin, il faut, voilà, dès qu'il y a du retard, il faut adresser. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir après pour échanger, j'ai que 5 minutes et je pense que mon temps est écoulé. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, le timing est serré. Donc je passe tout de suite la parole à Eliona Hermis, qui est ostéopathe dans la suite du propos de Alain Rangit. Bonsoir à tous. Je suis ostéopathe libérale à Mulhouse. Je suis spécialisée à l'issue du diplôme en pédiatrie à la maternité de Bordeaux où j'ai fait mes études. Alors la particularité de notre métier, c'est que nous agissons en première intention, c'est-à-dire que les patients qui viennent nous consulter n'ont pas été au préalable envoyés par leur médecin traitant. Ce qui fait qu'en général, les délais de prise de rendez-vous, notamment par Doctolib ou autres, sont totalement diminués. Les patients peuvent venir nous voir très rapidement, mais ce qui rend du coup notre vigilance à nous vraiment très accrue. Et le rôle primordial de la réorientation, c'est là où je rejoins beaucoup Adache. Donc s'il y a des ostéopathes ce soir dans la salle, je suis aussi là pour aussi vous sensibiliser là-dessus. Le but est vraiment d'éviter la notion de perte de chance pour les patients. Alors on les suit dans les premiers mois de la vie, déjà au niveau de la grossesse, de l'accouchement et dans les premiers mois de vie, notamment, je rebondis un petit peu sur ce qu'on disait au début, au niveau des niveaux d'évolution motrice, donc c'est des choses auxquelles on doit être très vigilant. Alors d'expérience au cabinet, pour ma part les enfants sont vus malheureusement une fois que le diagnostic a souvent déjà été établi. Donc le délai est bien sûr très long et du coup nous les parents en général on les amène justement pour travailler sur toutes les compensations physiques, les contraintes mécaniques qui s'effectuent justement sur les tout petits. À titre d'exemple, récemment un patient a été envoyé justement en parallèle d'un suivi orthophonique pour justement des troubles de normalité et donc voilà, nous les amène pour qu'on puisse travailler effectivement voilà, au niveau physique sur la loge antérieure du cou, sur la sphère digestive haute, voilà. À titre d'exemple. Alors en conclusion, pour vraiment de façon plus générale, le but en ostéopathie, c'est vraiment l'accompagnement de toutes les contraintes physiques, les compensations mécaniques que ces troubles malheureusement peuvent engendrer, c'est important de les souligner. Un autre petit exemple en aparté, notamment pour les troubles de la sphère autistique, les recherches ont montré que accompagné à ça, il y a souvent des troubles digestifs, des troubles du sommeil. C'est des choses qu'en ostéopathie, on sait accompagner, et pas qu'en pédiatrie d'ailleurs. Voilà, donc on sait aussi travailler là-dessus, notamment aussi au niveau du manque de tonus, des surcontractions musculaires, comme le disait aussi Adache. Voilà, donc s'il y avait vraiment 2 points clés à retenir ce soir par rapport à notre métier, c'est vraiment le rôle primordial de la réorientation. Au moindre doute, au moindre symptôme suspect. Il est important de tout de suite soulever les drapeaux rouges entre guillemets, et aussi bien sûr la prise en charge pluridisciplinaire. Voilà. On va terminer avec l'intervention de Sophie Misarola, qui est diététicienne nutritionniste. Merci beaucoup. Alors je crois qu'il me reste 0 minutes, donc je vais essayer de faire très vite. Donc moi ce soir ça me tenait à cœur de vous parler un peu du rôle du diététicien dans la prise en charge et dans l'accompagnement des enfants présentant un TND, parce que malheureusement on n'en parle pas beaucoup, et ce soir d'ailleurs je parle
Or, aujourd'hui, le rôle de la nutrition dans le neurodéveloppement des enfants, il est étudié scientifiquement. Il y a par exemple la MIX, qui est la Maison des enfants extraordinaires, qui propose une formation qui s'appelle Troubles neurodéveloppementaux et nutrition, pour se mettre justement à jour des dernières données scientifiques entre nutrition, micronutrition et TMD. Donc en fait, on va parler, je vais faire très court, on va parler des neurotransmetteurs, les carences micronutritionnelles, l'intérêt des acides gras essentiels qui ont un impact sur les TMD. Donc l'approche nutritionnelle a pleinement sa place et ouvre même de nouvelles perspectives thérapeutiques dans le soutien de son développement et le soulagement des comorbidités qui sont malheureusement souvent associées. En effet, donc souvent la sélectivité alimentaire, les troubles de l'oralité peuvent amener à des troubles métaboliques, à du surpoids, l'obésité et même à la dénutrition. Alors, je rappelle aussi qu'un obèse peut être dénutri, c'est la semaine de la dénutrition dont on profite, mais aussi à des TCA, comme à des PICA et autres. Pourquoi donc, il y a des influences sur la prise alimentaire, il ne faut pas l'oublier. Donc, tout ce qui est altération sensorielle, hyper-éco-réactivité aux stimulations sensorielles, le goût, la texture, les odeurs, les aspects visuels et à l'environnement. Il y a des difficultés aussi à percevoir ses besoins, la faim, la soif, la satiété. Il y a la néophobie alimentaire. Il y a les troubles dans les interactions sociales. Le temps du repas il peut être anxiogène. Les difficultés de mastication et de déglutition, donc il faut adapter les textures. Et tout ça, c'est aussi le rôle justement des diététiciens. Alors pas que, mais c'est justement le but du travail pluriprofessionnel. Et un petit point aussi sur les nutritions présentant les TND, le passage à une alimentation solide et variée peut être difficile. Donc tout ça c'est pareil, c'est des choses à suivre. Alors moi personnellement, je ne suis pas spécialisée en pédiatrie, mais j'ai déjà accompagné plusieurs mamans qui venaient chez moi parce que justement elles se sentaient un peu perdues, elles ne savaient pas comment gérer l'alimentation de leur enfant. Donc, voilà. Il y a des diététiciennes qui sont spécialisées en pédiatrie, qui peuvent gérer les enfants directement. Moi, à mon stade, personnellement, c'est plutôt les accompagnants, donc les parents. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Et faire peut-être aussi, j'ai mis un point de vigilance, de faire attention à ce qu'on appelle les renforçateurs alimentaires. Les renforçateurs alimentaires, c'est quand l'enfant fait quelque chose de bien, on va lui mettre en cadeau du chocolat, des choses qu'il aime. Oui, on peut faire des petits cadeaux, mais peut-être le carreau de chocolat et pas la plaque, parce que du coup, il y a quand même des maladies métaboliques derrière. Voilà, j'ai ça fait ça assez vite, puis on va les manger après, mais je vais laisser la place aux questions, je pense. Je vous promets que ce ne sera pas long. Juste avant la conclusion, on vous a parlé ce soir beaucoup de ce travail pluriprofessionnel qu'on peut mener, des différentes interventions qui sont possibles. Et je voulais juste vous donner cette info. La CPTS met à disposition 2 outils numériques. Donc, ce qu'on appelle l'application sécurisée en tract, qui va être un outil d'adressage que vous pouvez utiliser pour, si vous avez besoin, dans l'accompagnement d'un patient, d'avoir un rendez-vous avec un autre professionnel de santé. C'est une application qui permet de solliciter d'autres professionnels de santé qui sont inscrits sur cette application, d'avoir un rendez-vous, si le professionnel de santé est disponible. Et ensuite, le rendez-vous est transmis au patient avec les coordonnées du professionnel de santé. Vous aurez toutes les infos beaucoup plus claires et en scannant le QR code. Et le deuxième outil numérique qu'on peut utiliser, c'est Parceo. C'est une sorte de WhatsApp professionnel où on peut échanger des informations, solliciter des professionnels de santé et avoir des réponses assez rapidement. C'est vraiment 2 outils à la fois d'orientation et de coordination qui sont des vraies aides pour favoriser ce travail pluriprofessionnel et ces interventions.
et échanger des informations. Voilà. Je m'arrête là pour cette info. Vous aurez vraiment toutes les infos en scannant le QR code. Et je repasse 2 minutes la parole à Alina qui va donc conclure avec cette partie que je vous avais projetée tout à l'heure. 10 minutes, mais on a déjà tout dit, c'est bien. Alors, on aimerait vraiment retenir de cette soirée que les grandes phrases de ces interventions, c'est que ça soit précoce dès le repérage. Devant un enfant avec un développement inhabituel, on enclenche une consultation longue, on utilise les outils de repérage, on enclenche une intervention psychoéducative précoce pluriprofessionnelle, et puis cela permet une réponse aux parents en attendant l'évolution de l'enfant ou le diagnostic. Pas besoin du diagnostic pour intervenir. Et puis après qu'on intervient, on réévalue l'enfant à 6 mois, à 12 mois. Et puis si ça ne se passe pas bien, on va renforcer les interventions, on va faire appel à la PCO, au pédopsychiatre, au neuropédiatre. Et puis on va renforcer la rééducation en se recentrant sur les compétences de l'enfant et toujours en partenariat avec les parents. Alors, le point le plus important et le plus délicat, c'est qu'il faut que ça soit sans rupture dans le parcours de soins, alors que tout le monde dit qu'on n'est pas nombreux, qu'on est surchargé, mais aussi qu'on a très envie de bien faire. Et donc, peut-être un message, du côté du décloisonnement, on travaille ensemble, que ce soit hôpital, libéraux, plateforme, structure publique, house. On est là tous ce soir, on s'entend bien. Et puis, donc, n'oubliez pas de solliciter les professions libéraux. Et donc, je vais faire résumer. L'idée, c'était de connaître l'offre des soins du territoire, de pouvoir faire appel aux outils de repérage, de proposer une réponse aux parents en attendant le diagnostic et de retenir peut-être que c'est un trouble fréquent, très récent, nécessitant une équipe pluridisciplinaire et un nombre considérable d'interventions. Et merci beaucoup pour votre participation et pour votre attention. Merci à tous pour votre attention, pour votre patience, parce que je sais que les interventions étaient denses. Enfin, voilà, on avait un programme chargé, mais on avait vraiment à cœur de pouvoir avoir tous ces professionnels de santé avec nous ce soir, d'avoir la PCO, le CAPS également, pour évoquer ces questions-là autour des TMD. Ça, c'est donc le QR code pour toutes les ressources qui nous ont permis aussi de monter cette soirée avec l'aide des professionnels de santé présents. Si vous avez des questions, voilà, on va prendre 5 minutes pour les questions si vous n'avez pas trop faim. Et de toute façon, n'hésitez pas ensuite, comme l'ont dit plusieurs de mes collègues, à nous solliciter directement au moment du buffet. Voilà. Si vous avez des questions, que ce soit sur la première partie ou auprès des autres professionnels de santé, n'hésitez pas. Je vous remercie vraiment beaucoup. Tout le monde a faim, c'est ça? Bon, du coup, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir se diriger vers le buffet. Voilà. Merci à tous, merci aux intervenants.